Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon jeudi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger avec vous à l'animation de Côte-Nord Attitude. Bonjour Tommy. Salut. Ça va bien? Ben oui. Ça va bien du côté de Cogeco TV aussi? Ça On a va des vite. bons reportages en chemin cette semaine? C'est notre grosse saison, hein, ça va vite. Après le Téléradioton, on se prépare déjà pour le Salon du Livre, le Tournoi Orange. On a eu le curling des maîtres il y a quelques semaines aussi. C'est vraiment notre grosse saison là présentement à On suit Cogeco les TV. événements du printemps à Cogeco oui. TV. Et Tommy, c'est nous autres aussi, on suit les événements oui. du printemps. On annonce ceux de l'été. On va parler du triathlon. C'est le 25e cette année. On fête le 25e anniversaire. Un événement majeur, mais au début, on était novateur à Port-Cartier. Là. Des triathlons au Québec en 1991, là, quand on s'est lancé là-dedans, c'était rare. Il y en avait seulement quelques-uns. 3, je pense. Christian Lepage est le fondateur du triathlon de Port-Cartier. Il est fier de l'évolution de cette organisation-là. Ce matin, il y avait une conférence de presse là du côté de Port-Cartier justement pour parler de la 25e édition, les nouveautés de la 25e édition. On va en parler avec Christian Lepage dans les prochaines minutes. Il sera avec nous en entrevue à Côte-Nord Attitude dans quelques minutes, vers midi 15 minutes. Tu te souviens de ça, hein? La première édition, les pires routes du Québec, c'est organisé par CAA Québec en tête de liste des pires routes du Québec. Il y a 2 ans de ça, il y avait le boulevard L'Or à cette île. Ouais. Et ça a quand même fait bouger les choses. Hein? Il y a eu des travaux pas longtemps après quand même. Hein? Ouais, mais c'est pas à cause du sondage, parce que ça, des travaux comme ça se planifie d'avance beaucoup, mais ça nous fait beaucoup réfléchir sur notre réseau routier québécois. Oui, il y avait aussi la 389 à l'époque, hein, qui faisait partie des pires routes du Québec. Et là, on prépare le 3e palmarès du genre du côté de CAA Québec. On va en parler vers midi 25-28 minutes sur nos ondes là avec Pierre-Olivier Fortin, porte-parole du Club de l'assurance automobile CAA Québec. Donc, la campagne Les pires routes 2017, elle donne une chance aux usagers, 1, de s'exprimer, 2, peut-être de faire bouger les choses. Donc, c'est en cours présentement. On va expliquer comment on peut contribuer, voter, aller voir le site Internet. CAA Québec, c'est quand même un club de services important pour les automobilistes. Hein? Surtout au Québec. Surtout au Québec, l'hiver, là, je pense qu'il y a des gens qui sont bien contents de pouvoir les appeler. Et quand on est sur la Côte-Nord et qu'on se déplace vers d'autres villes, d'autres régions, la route est longue, alors des services comme CAA Québec, on peut pas toujours cracher là-dessus. Non, c'est pratique. On va aussi s'entretenir avec la députée de la Côte-Nord, la députée fédérale Marilyn Gill, à notre émission aujourd'hui. Elle sera avec nous vers midi 40 minutes en direct. La députée fédérale est intervenue à la Chambre des communes hier. Elle a questionné le secrétaire parlementaire au transport pour dire qu'il manque cruellement de brise-glace dans le Saint-Laurent. En cette saison de l'année, ce serait pratique, hein? Il y en a seulement 5 et il devrait en avoir 11 des brise-glaces dans l'Est du Canada. Elle soutient aussi le collectif Sept-Îles Agir Avenir qui donnait un 2e point de presse hier. Elle réclame aussi l'aide du gouvernement du Canada pour l'industrie forestière. On sait qu'il y a des emplois qui sont menacés du côté de Bécomo. Cette semaine, le président de Produits forestiers résolus, là, il s'est rendu à Bécomo, le grand PDG de la compagnie, pour dire que actuellement c'est l'usine la moins rentable de la compagnie. Là. Il n'a pas annoncé rien là, de coupure de poste, de fermeture. Mais quand le grand boss vient dire vous êtes notre usine la moins rentable, il y en a plusieurs quand même, produits forestiers résolus. Ça regarde mal pour l'avenir, là, quand même. Donc, on va parler de tout ça avec la députée Marilyn Gill vers midi 40 minutes. Et en fin d'émission, c'est Bernard Lynch qui sera avec nous, la Fondation Rêve d'enfants. Exactement. Il vient pas nous parler de l'APRM, mais bien de la Fondation Rêve d'enfants. On le sait, c'est une fondation là qui offre des rêves à des enfants gravement malades. Ça peut être soit des voyages, des activités, du matériel également, dépendamment de la condition de l'enfant et du rêve. Donc, on y va vraiment selon ce que l'enfant désire le plus. Et ici, à cette île, on a
une section là plus locale de cette fondation-là qui ramasse des sous année après année. Et c'est toujours pas mal un souper fruits de mer qu'on organise. Et cette année, ben ça se passe du côté de la salle des congrès le 29 avril. Donc on aura Bernard Lynch pour venir nous en parler de ce souper et un peu là, de l'organisation ici dans la région de Rêve d'enfants. C'est une bonne cause, belle initiative, oui. ça, Fondation Rêve d'enfants. Puis je pense que dans la région, ils ont un petit peu de difficulté certaines années à avoir des bénévoles. On va en parler avec Maître Bernard Lynch, puisqu'il est avocat de métier. Ben oui, c'est l'ancien président de l'Association de protection de la rivière Moisy. Mais là, je vois trop de neige encore pour parler de saumon, là. Mais ça va venir. Ça va venir dans les prochaines semaines à Côte-Nord Attitude qu'on va parler de saumon. Ouais. Voilà, avant cette série d'entrevues sur nos ondes à Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, les travaux sont complétés sur le réseau d'aqueduc de la ville de Sept-Îles. Les gens privés de service ont tous été rebranchés au réseau. Les derniers, ça a été fait ce matin. Des analyses se poursuivent concernant la qualité de l'eau. La ville de Sept-Îles demande toujours à ses citoyens de continuer de faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant consommation. Un autre bris d'aqueduc était survenu tôt ce matin à l'angle des rues Doucette et Blanchette, mais sans trop de gravité. Une équipe des travaux publics de la ville de Sept-Îles a poursuivi pour une deuxième nuit consécutive les réparations sur le réseau d'aqueduc. Ils ont colmaté les 3 brèches survenues dans la nuit de mardi à mercredi. Il y a des commerces de Sept-Îles qui ont manqué d'eau embouteillée hier, mais des camions ont réalisé des livraisons spéciales dans la région de Sept-Îles. Une 60aine de résidences du secteur Sainte-Famille, dans le coin de la rue Joanne-Bitz, entre autres, là, ont été privées d'eau complètement toute la journée hier et ont été rebranchées ce matin. Selon le directeur général de la ville de Sept-Îles, Claude Bureau, notre réseau d'aqueduc est généralement fiable. Les 3 bris sur des conduites d'eau de 12 pouces ont possiblement été causées par un choc thermique. La différence de la température de l'eau et du sol autour, finalement, à ce temps-ci de l'année. Mais c'est aussi la période de dégel au printemps. Hein. Il y a entre autres des mouvements de sol. Alors, c'est des choses qui arrivent. On a quand même relativement bien géré la situation, je pense, du côté de la ville de Sept-Îles. L'organisme de bassin versant de Duplessis se dit dans une situation financière difficile. L'OBV estime que sa subvention annuelle de 127 500 $ ne lui permet pas de bien réaliser son mandat sur 104 rivières et ruisseaux. Depuis 2009, l'organisme tente d'obtenir d'autres subventions pour des projets. Il a ainsi travaillé sur divers enjeux de l'eau. Une consultation sur la nouvelle stratégie québécoise de l'eau 2017-2032 a mis en lumière le sous-financement des OBV au Québec. Le récent budget l'État n'accorde aucune augmentation du financement de ces organismes. La compagnie Alderon Iron Ore a publié hier une évaluation indépendante de l'impact économique de son projet majeur, le projet Kami, situé à la frontière du Québec et du Labrador. On parle d'exploiter 182 millions de tonnes de fer qui auraient des répercussions, des retombées de 7,6 milliards de dollars au Canada sur un horizon de 24 ans. Les gouvernements obtiendraient des redevances, des revenus de 4,4 milliards de dollars avec la réalisation de ce projet Kami. Alderon a besoin de 900 millions de dollars pour le démarrage. La compagnie a déposé une offre d'achat ferme visant l'acquisition de la mine Scully, opérée par le passé par Cliff Minwabush, pour éliminer les rejets miniers de la future mine Kami. Alderon prévoit transporter le minerai pour le transbordement au quai multi-usagé du port de Sept-Îles. Le projet Kami créerait 150 emplois directs à Sept-Îles. La société Alderon a son siège social à Toronto et pour l'instant, il n'y a aucun porte-parole francophone au sein de l'entreprise. Même les réalisateurs, l'auteur, la firme qui a travaillé à l'évaluation indépendante des impacts économiques, personne ne pouvait nous répondre
en français. Mais on nous dit que ça s'en vient. Il faut en faire avec une firme de communication, une grande firme bien connue qui s'appelle National. C'est eux qui s'occupent de tout. Ce sont les porte-parole francophones, mais ils seraient intermédiaires. Là. Ils pourraient pas répondre à nos questions. La fille, elle serait probablement obligée d'appeler puis parler en anglais pour avoir les réponses. Ça fait qu'on n'a pas d'entrevue là-dessus. Mais on nous dit que ça s'en vient, là, Calderon devrait engager un porte-parole francophone pour poursuivre ses démarches au cours des prochaines semaines. Et que c'est compliqué, des affaires de même. Le gouvernement du Québec négocie un accord pour annuler les forages avec fracturation hydraulique prévus à Anticosti cet été. Québec mandate une firme d'avocats pour négocier avec Petrolia et le consortium Hydrocarbures Anticosti. À l'Assemblée nationale du Québec hier, le ministre Carlos Leitao a précisé que la candidature d'Anticosti comme patrimoine mondial de l'UNESCO constitue un argument de plus pour reculer dans ce projet annoncé par le gouvernement péquiste en 2013. Le premier ministre Philippe Couillard a souvent exprimé son opposition à l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste sur l'île de la Côte-Nord. Et puis des dirigeants de PME et d'organismes communautaires unissent leur voix à celle du collectif Sept-Îles Agir Avenir. Le regroupement initié par la Chambre de commerce et le syndicat des métallos réclame des mesures à court terme pour préserver le tissu socio-économique actuel. Lors d'un point de presse de la coalition hier, la directrice des finances du plus vieux commerce à Sept-Îles, distribution J.R. Vigneault, Odette Wittom, a décrit le contexte économique difficile. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a baissé de 30% depuis la fermeture de la mine du lac Bloom. On opérait 5 bureaux sur la Côte-Nord. On a fermé celui de Fermont. Donc, conjoncture difficile pour distribution J.R. Vigneault. Il y avait aussi Régis Bouchard des équipements nordiques qui était présent. Ben lui aussi, là, ça fait quand même plusieurs années que le groupe est dans le domaine des affaires. Ouais. Et depuis 2 ans, là, on vit les pires moments qu'on a connus là dans le domaine des affaires au niveau de cette entreprise-là également. Dans le secteur communautaire, on avait des témoignages aussi. Le comptoir alimentaire de Sept-Îles a vu sa clientèle augmenter de près de 35%. Du côté de Transit Sept-Îles, là, la maison qui accueille des itinérants à Sept-Îles, mais on accueille de plus en plus de familles, en plus de gens qui perdent leur emploi. Le collectif Sept-Îles Agir Avenir réclame un fonds d'urgence et demande aussi au gouvernement du Québec de devancer des dépenses qui sont prévues dans notre région. Il souhaite aussi que Québec soutienne davantage Champion Iron dans son projet de réouverture de la mine de fer du lac Bloom et soutienne aussi le projet Mine Arnaud. Le collectif a décidé de demeurer apolitique pour ajouter de la pression sur le gouvernement à celle des élus de la région. Le collectif a déjà rencontré la députée Marilyn Gill et rencontrera bientôt le conseil municipal, le maire de Sept-Îles, la députée Lorraine Richard et le ministre responsable de la Côte-Nord, Monsieur Pierre Arcan. Voilà, ça complète ses actualités régionales. Attitude. Dites adieu aux tapis souillés. Grâce au Nettoyeur Sept-Îles, qui vous offre le service de location de tapis d'entrée commercial et industriel, incluant la livraison d'un tapis propre chaque semaine. Nous rendrons aussi votre hiver beaucoup plus agréable, grâce à notre service de nettoyage pour vos manteaux, vos habits d'hiver, de motoneige et de ski. Profitez aussi de notre service de buanderie. Et nous vendons maintenant des vêtements de travail sur mesure. Le Nettoyeur Sept-Îles, votre meilleur ami du nettoyage. 303 Boulevard L'Or. Flash pub. La promo 4 ans de garantie sur motoneige 2018 chez Atelier Laforge se termine le 14 avril. Interclôture vous fait pénétrer dans un monde de sécurité. Vos espaces commerciaux, industriels et récréatifs doivent assurer une qualité de vie sécuritaire aux résidents et visiteurs qui les fréquentent. Interclôture l'a bien compris. Nos clôtures décoratives et utilitaires en mailles de chêne, en métal, en bois et en verre vous offrent une plus grande variété de protection. Choisir Interclôture, c'est choisir d'être bien entouré. Pour une estimation gratuite, contactez-nous à interclôture.com. Présent partout au Québec, toujours un près de chez vous. J'ai vraiment hâte aux séries de la Coupe Stanley. Je veux rien manquer. Je vais suivre tout ce qui se dit sur le Canadien à la télé, les journaux à la radio, sur le web. Mais c'est pas facile d'être un vrai fan. Ça peut être facile. Avec absolumentfan.com, toutes les nouvelles de hockey sont là. Hey, c'est pas facile, hein, d'être aussi bien informé? Absolumentfan.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM
94 1. Je m'entretiens avec le coordonnateur du triathlon de Port-Cartier. Vous savez que ça va être le 25e anniversaire de l'événement cette année. D'ailleurs, ce matin, là, du côté du complexe récréatif et culturel à Port-Cartier, on dévoilait un peu le nouveau logo, quelques nouveautés autour de la 25e édition. Christian Lepage, bonjour. Ben bonjour, Jean. Christian, t'étais là dès le départ, toi, hein? Le triathlon à Port-Cartier, c'est un petit peu ton bébé? Oui, exactement. En 1991, j'avais une de mes amies, Muriel Pitt, qui est encore présidente d'ailleurs de notre événement. Elle me disait que sa jumelle faisait du triathlon à Gatineau. Ça fait que ça a pris cette idée-là, en fin de compte, pour mettre en branle une organisation qui est là depuis 1992, qui fait du triathlon de Port-Cartier un des 3 événements en triathlon les plus vieux au Québec. Oui, et sur la Côte-Nord, vous êtes encore pratiquement les seuls, quoi. Le seul club de triathlon est à Port-Cartier. On associe tout le temps le triathlon à Port-Cartier dans notre région, là. Il y a quand même des villes, beaucoup de gens qui ont embarqué autour à cette île, mais c'est jamais formé d'autres clubs dans la région. Non, il faut dire que l'aspect physique d'un triathlon est quand même un petit peu plus compliqué, hein, étant donné que c'est 3 disciplines sportives. Oui, on bloque des rues en raison du vélo et tout. Bon, ben Port-Cartier, ben on a l'opportunité géographiquement d'avoir le complexe sportif qui est à côté d'un boulevard, du boulevard des Îles. Fait que bon, on a été capable en mesure de concentrer l'événement au contour du boulevard des Îles ici. Oui, c'est pour en dire que c'est un événement qui en est régional. Oui, les gens autant de Bécomo, de cette île que Port-Cartier sont fiers de dire également que nous aussi, on en a un triathlon en région. Puis c'est un beau triathlon. On a gagné déjà l'événement de l'année en 2007 par Triathlon Québec et mis en nomination au-dessus de 4 fois, là, vraiment, lors des galas annuels. Au niveau de la région, même chose, on a gagné à plusieurs années l'événement de l'année. Fait que c'est une belle reconnaissance. Le président de Triathlon Québec qui est venu ici en 2005 nous a fait une déclaration de dire que c'est le plus beau triathlon du Québec. Regarde, c'est de fait d'avoir une zone de transition intérieure, d'être sur un circuit fermé où ce que vraiment au niveau sécurité tout va bien. On a seulement eu que quelques chutes en vélo depuis nos 25 ans. On va toucher du bois là, mais tu sais tout s'est bien déroulé. C'est que ce qui fait de notre événement vraiment un événement majeur au niveau de la province. Ouais, c'est 3 sports le triathlon. Hein. C'est donc on a parti ça avec des partenaires. Il y a déjà les cachalots il y avait déjà une bonne organisation en natation. Au niveau du vélo, toi c'était ta discipline. Je pense que c'est dans ce domaine-là que tu voulais t'impliquer. Il y avait déjà des partenaires autour quand on a parti comme ça là. Ah oui, en 1992, Jean, si tu te souviens, c'est à 138, il y avait aucun accotement là. Tu sais, le cyclisme n'était aucunement développé en région, faute de place ou d'endroits pour pouvoir faire de pouvoir s'entraîner à faire du vélo. C'est autre que de tourner en ville, vraiment. Fait que regarde, cet événement-là, elle a attiré vraiment un nombre de cyclisme au niveau de la Côte-Nord où ce que les gens s'entraînaient dans le but de venir faire notre événement le 20 km chez nous. Bon, il y avait quelques gens qui faisaient déjà du marathon dans ces années-là. Fait que ils ont tous uni ça ensemble pour en faire l'événement là. Au tout début, il y avait beaucoup d'équipes qui se sont inscrites et de plus en plus, les gens ont réalisé que faire un triathlon, si on s'entraîne, on est capable de faire un triathlon. Fait que de plus en plus, là, les gens ont délaissé le par équipe pour le faire individuellement. Oui, il y a eu un effet d'entraînement sur les infrastructures. Maintenant, entre Port-Cartier, cette île, ça se fait très, très bien en vélo. Il y a eu beaucoup d'améliorations. On pourrait peut-être en souhaiter d'autres, entre autres, entre Bécomo, entre Port-Cartier vers Baie-Trinité, Bécomo, là. Mais quand même, ça s'est bien développé. Le triathlon, il est peut-être pour quelque chose quand même dans tout ça, hein? Oui, ben en tout cas, je sais que de plus en plus, on voit des cyclismes sur le long de la route. Ça fait que et on est en mesure de pédaler maintenant de façon sécuritaire. Tu sais, moi, j'entraîne des enfants, j'entraîne des jeunes, de prendre les enfants puis de les amener sur la 138 maintenant. Bon, ben regarde, je pense que les enfants sont capables de garder le corridor cycliste pour pouvoir s'entraîner. De plus en plus, les gens respectent les cyclistes. On voyait hier dans les journaux ce que Louis Garneau s'est fait tirer une canne de liqueur par la tête. Nous, c'est à Côte-Nord. Je peux vous dire que, regarde, vraiment les conducteurs de vannes et tout ça sont vraiment, comment je pourrais dire, ils apprécient vraiment de voir les cyclistes. Ils respectent le 3 mètres. De plus en plus, on voit que les gens, là, ici, sur la Côte-Nord, commencent à être familiers à voir des cyclistes et respectent la réglementation. Christian, comment c'était au début? Est-ce que ça a levé dès les premières éditions, le triathlon de Port-Cartier? Dans les premières éditions, on avait de l'air un peu
peu extraterrestre de proposer ça sur la Côte-Nord quand même, non? Oui, puis regarde, on avait la piscine, ça fait que là, ça allait bien au niveau de la natation, ça c'était correct en 1992. Maintenant, le défi, c'était le 20 km de vélo. Bon, 20 km de vélo. Où est-ce que je m'en vais en ville pour faire 20 km non-stop? Ça fait que nous, en premier temps, on se rendait jusqu'à la guérite d'ArcelorMittal qui était anciennement Québec-Cartier, puis en tout cas, on faisait tout un tracé en ville qui était, bon, les routes étaient barrées, on se promenait dans des quartiers résidentiels. En tout cas, on a été chanceux, il s'est rien passé, c'était la fête à Port-Cartier, ça fait que les gens ont respecté quand même le circuit pour en venir, peut-être là, 4 ans après, en venir vraiment sur notre circuit fermé. La course à pied, elle, conjointement avec le cyclisme sur le boulevard, est sur un circuit qui est également fermé. Fait que là, maintenant, on le fait de façon sécuritaire. Mais au tout début, c'était quelque chose. On avait pratiquement une moto qui suivait chaque cycliste sur le 20 km. C'était spécial, oui. En 25 ans, est-ce qu'il y a des éditions ou des choses autour du triathlon là que tu as retenu là, qui vont faire partie de l'histoire de l'événement? Regarde, faut pas s'en faire de cachette là, quand la présentation des Jeux du Québec en 2007, lorsque Port-Cartier recevait la finale provinciale des Jeux du Québec dans le cadre des Jeux de Sept-Îles. Regarde, la province au complet, puis il restera qu'il y a des gros noms qui sont venus ici à Port-Cartier. On parle d'Amélie Kretz qui a fait les Olympiques à Rio en 2016, était présente à Port-Cartier. Alexis Lepage, maintenant, qui fait partie de l'équipe nationale, se souvient, il en a parlé encore, que le triathlon de Port-Cartier était un de ses plus beaux triathlons de jeunesse. Et regarde, il y a eu beaucoup de gens en 2007 qui sont venus voir qu'est-ce qu'était notre événement. Les gens filmaient la zone de transition intérieure parce qu'ils comparaient ça à des championnats du monde. Fait que ça a été vraiment l'événement en fin de compte qui a fait en sorte que ça a moussé énormément notre triathlon. Fait que, et cette année-là, Triathlon Québec, d'ailleurs, a décerné le triathlon de Port-Cartier comme événement de l'année auprès de Triathlon Québec. Aujourd'hui, ça a quand même bien évolué en termes de popularité, de participation. C'est devenu un événement d'envergure, le triathlon. On est satisfait d'où on est rendu 25 ans plus tard? Et regarde, Jean, quand on a parti ça, là, 25 ans, il y avait 6 triathlons. Maintenant, il y en a comme 60. À chaque fin de semaine, en fin de compte, on a 5 ou 6 triathlons. Si je regarde cette année, notre triathlon qui est le 17 de juin, les championnats canadiens sont en même temps que nous à Ottawa. C'est qu'on n'aura pas la présence de Charles Paquette qui est de Port-Cartier. Lui, obligatoirement, devra être à Ottawa pour les Canadiens. Mais en même temps, on a Drummondville, il y a plusieurs triathlons. Chambly. C'est que maintenant, là, c'est 4 à 5 triathlons qui se passent par fin de semaine. Oui, au tout début, on allait chercher les gens de Québec, les gens de Montréal, les gens de Drummondville venaient à Port-Cartier. Mais maintenant, les gens, même si c'est le plus beau triathlon au Québec se passe à Port-Cartier, il y en a tellement en région maintenant que c'est un petit peu plus difficile d'aller chercher les gens de l'extérieur. Les habitués reviennent, les gens qui l'ont fait une fois ici à Port-Cartier reviennent, mais dire que c'est vraiment un gros événement dit régional. C'est ça, c'est d'abord et avant tout, on l'organise pour les gens de Port-Cartier, Sept-Îles et de l'ensemble de la Côte-Nord. Là, quoi, en même temps, il y avait une conférence de presse à 11h ce matin. On est dans la période d'inscription. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là pour le 25e? On va changer un peu l'image du triathlon de Port-Cartier? Oui, regarde, on va changer l'image. Cette année, ce que c'est qu'on veut faire vraiment de nouveau, là, c'est que on va avoir les inscriptions qui vont se faire par site web. Ça, c'est tout nouveau cette année. Les gens, il fallait qu'ils s'inscrivaient sur le site du triathlon, envoyaient les chèques, on retournait pour savoir le reçu et tout ça. Maintenant, les gens vont s'inscrire directement sur le site du triathlon de Port-Cartier. Il va y avoir un lien qui va se rendre directement sur le site web pour pouvoir s'enregistrer et payer immédiatement. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir une confirmation comme de quoi que c'est rentré, puis tout est nouveau. Ensuite de ça, ce qu'on va avoir de nouveau cette année, c'est on a une catégorie duathlon, mais pour les jeunes. Ça, c'est assez rare au Québec. Normalement, la catégorie duathlon qui se trouve être course, vélo,
course, on oublie la partie natation. Normalement, on retrouve seulement ça chez la catégorie adulte. Nous, à Port-Cartier, on relève le défi de le faire chez les enfants. On a plusieurs jeunes maintenant qui, en activité parascolaire, s'entraînent pour faire le triathlon de Port-Cartier. L'école Mère-Duville, l'école Saint-Alexandre, maintenant, s'entraînent pour venir faire notre événement. Fait qu'on vient d'inclure vraiment la catégorie jeune duathlon, ce qui est une nouveauté, puis on attend beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui devraient venir faire le triathlon. On a une présidente d'honneur aussi qu'on va vous nommer, qui est Sarah-Anne Brault. Sarah-Anne, elle a fait les Jeux olympiques de 2016 à Rio en compagnie d'Amélie Cress. Regarde, pour nous, ça, c'est un beau coup de filet, Jean, d'avoir une olympienne qui vient de terminer, là. Elle va venir faire le triathlon chez nous le 17 de juin. C'est une sympathique bonne femme. Elle est vraiment, vraiment gentille. Fait que elle va être chez nous le 17 prochain pour notre événement, le 17 juin. Ça nous donne le temps de planifier notre participation au triathlon. On peut aller voir le site Internet. C'est quand même la 25e édition. Il va sûrement y avoir de l'ambiance. Christian, dans l'organisation d'événements sportifs, il y a toujours deux choses. Hein? Il y a l'élite. On en a développé des très bons. Tu as parlé de Charles Paquette. Il y a aussi Claudel Dumas et plein d'autres athlètes en montée là, dans les trois disciplines autour du triathlon à Port-Cartier. Mais il y a aussi la masse. Le triathlon, c'est un peu pour les deux. Hein? On veut faire bouger des gens qui sont pas nécessairement des sportifs de nature, puis on veut aussi nos bons athlètes. Oui, regarde, le triathlon de Port-Cartier, là, c'est près de 10 000 participants à 25 ans et bénévoles qui sont venus faire notre événement. Le triathlon de Port-Cartier, là, c'est la participation d'Audrey Lachapelle, Diane Roux puis Marie-Pierre René qui ont déjà participé à des championnats du monde, groupe d'âge partout sur la planète. Audrey est allée en Chine puis en Nouvelle-Zélande. Diane est allée à Londres. Marie-Pierre René est allée en Hongrie. Donc, c'est des personnes qui ont fait leur premier triathlon à Port-Cartier. Là. Ils étaient des jeunes enfants, puis pour continuer pour atteindre des championnats du monde. Tu sais, on a quand même eu un budget d'opération de pratiquement 700 000 $ depuis le tout début. Eh bien, on sait que Charles, ben oui, c'est le vice-champion du monde junior. Junior, il a gagné à Monterrey la 2e place. Donc, regarde, c'est des belles choses qui se sont produites avec notre événement. Il y en a combien maintenant qui font des Ironman, mais qui leur tout premier triathlon a été à Port-Cartier. Il y a plusieurs gens de cette île, des Denis Cadorette, des Monsieur Bouchard qui ont fait des Ironman. Leur premier triathlon, ils l'ont fait chez nous, là. Puis ils ont continué à s'entraîner. Mais surtout, ça a créé des saines habitudes de vie dans le but de participer à un événement de masse. Ça, c'est la plus belle victoire que l'on a. Bon, on va surveiller tout ça de près, là. Comme je le disais, on a le temps de s'organiser. Des fois, on peut le faire en équipe, en groupe aussi, là. Il y a plusieurs catégories adaptées à chacune de nos conditions. Oui, exactement. Ben, Christian Lepage, on va vous souhaiter un bon succès dans l'organisation du triathlon. On surveille de proche les inscriptions et on va voir le site web. Un gros merci pour l'entrevue radio. Merci. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Pour McCafé, rien ne rime si bien que véritable, délectable, nouvelle danoise aux pommes et à l'érable et un latte. Ça rime pas, mais c'est vraiment bon ensemble. McCafé, le café autrement. Dans les McDonald's participants. Je revenais du travail, puis là, j'ai dérapé. La voiture est partie par là, alors que le virage, lui, il allait par là. Rien de grave, mais bon, ma roue était plus là. Par contre, l'arbre, lui, il était bien là. Quand j'ai appelé pour Mutuelle Assurance, ils m'ont dit « Pas de problème, on est là ». Quand vous faites une sortie de route, ProMutuelle Assurance est là. Combinez votre assurance auto et habitation là, et obtenez un rabais allant jusqu'à 25 %. Demandez une soumission dès maintenant. ProMutuelle Assurance est là. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on va parler de la campagne Les Pires Routes 2017. C'est le CAA Québec qui mène cette campagne. La campagne est de retour. Ça donne quand même une chance unique pour tous les usagers de la route. Un, de s'exprimer. Ouais. Deux, peut-être de faire bouger les choses. Le palmarès des Pires Routes 2017. Je pense que c'était la première édition que cette île se retrouvait en tête de ce palmarès avec le boulevard L'Or. On va en parler avec Pierre-Olivier Fortin, porte-parole du CAA Québec. Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour. Monsieur Fortin, c'est bien quoi, la première édition, que le boulevard L'Or était la pire route au Québec? C'est en 2015, ça? Exactement, en 2015, c'était notre toute première édition là, de notre campagne des pires routes. Le boulevard L'Or est arrivé en 2e place dans ce palmarès-là. Et coïncidence ou pas, vous
vous le savez certainement, il y a eu des travaux majeurs qui ont été faits sur le boulevard L'Or l'été suivant, donc quelques semaines, quelques mois plus tard. Il y a 1,2 million de dollars qui ont été investis sur le boulevard L'Or. Les feux de circulation, entre autres, qui sont maintenant synchronisés. Ça donne une bonne chance. Écoutez, coïncidence ou pas, je ne sais pas. Par contre, tu sais, on s'entend, ce qui est important, c'est que les choses bougent et que qu'on ait des routes qui sont sécuritaires, qu'on ait des routes aussi qui sont confortables. Écoutez, collectivement, les automobilistes au Québec, on envoie plus de 3 milliards de taxes, 3 milliards de dollars en taxes au gouvernement à chaque année. Donc, je crois qu'on est en droit de s'attendre à un réseau routier de qualité. Ouais, c'est une belle initiative, ça, hein, de créer un genre de palmarès, une campagne, les pires routes du Québec. Surtout que c'est les usagers qui votent, là. Comment on procède, là? Actuellement, c'est le temps, quoi. On peut aller voir sur votre site Internet. Oui, exactement. Donc, c'est peerroute.ca-québec.com. C'est super facile. On est sur les réseaux sociaux aussi, très facile de nous trouver. Donc, on choisit une des routes qu'on trouve présentement dans le palmarès à l'heure actuelle, mais il n'y a rien qui nous empêche aussi d'en suggérer une nouvelle aussi, puis elle va faire son petit bonhomme de chemin. Et puis on sait que c'est prêt aussi, hein. On sait que les gens vont se mobiliser. C'est arrivé d'ailleurs il y a 2 ans pour le boulevard L'Or. Il y a eu une forte mobilisation à cette île. Les gens se sont passés le mot, les gens sont allés voter. Écoutez, le boulevard L'Or est arrivé en 2e place bien avant plusieurs tronçons à Montréal, à Québec. Tu sais, il y a du monde à Montréal, à Québec, mais non, c'est cette île qui est arrivée en 2e place. Donc, il y a eu une mobilisation importante, puis c'est ce qu'on remarque d'une année à l'autre. Beaucoup de gens là à l'extérieur des grands centres qui se mobilisent. Écoutez, l'an dernier, la route de Marseille, la Port-Daniel-Gascon, on avait une route en 2e place à Saint-Adolphe-Bowers, une route en 3e place, c'était à Passe-Péliac. Donc, c'est bien de voir ça, que les gens, ça leur tient à cœur, finalement. Ça leur tient à cœur d'avoir des routes qui sont tout simplement en bon état. Puis, ce genre d'initiative-là permet ça également. Ça permet aux automobilistes, au fond, d'avoir une voix, parce que c'est pas toujours évident de dire ce qu'on veut, de dire ce qu'on souhaite. C'est quoi qui est prioritaire pour nous comme automobilistes. Puis ça, c'est une chance de dire, on peut chialer, ça donne rien, mais aller voter, on peut espérer que ça donne quelque chose. Mais c'est quand même triste de voir qu'on est obligé d'en venir à un organisme comme le CAA qui fait des sondages ou des votes et que ensuite, on peut espérer que le gouvernement nous écoute pour régler le problème de certaines routes qui en sont rendues dangereuses, là. Donc, c'est triste, ça. Oui, effectivement, c'est une question de sécurité, hein, aussi. C'est pas juste une question de confort. Ça peut coûter très cher également aux automobilistes. Écoutez, remplacer une jante en alliage, ça peut coûter jusqu'à 500 $. Il y a plusieurs pièces d'une voiture également qui peuvent être brisées par des routes qui sont plus carrossables à moitié. Et puis ça coûte cher également de refaire une route, hein. On a des chiffres là ici qu'on a sortis à l'aide d'un économiste. Faire un entretien préventif d'une route de moins de 12 ans, on parle de 1 400 $ pour éviter de devoir faire des réparations majeures dans le futur. Mais si on le fait pas, si on attend une route âgée entre 12 et 15 ans, ça peut coûter 114 000 $ et une reconstruction complète pour un même tronçon de 1 kilomètre, c'est 356 000 $. Donc, vous voyez qu'entre 1 400 et 356 000, il y a une marge importante. Donc, c'est important également d'agir en prévention avant que les problèmes surgissent pour garder nos routes, là, pour garder des belles routes et éviter d'en arriver avec des tronçons là qui sont pitoyables, comme on voit le soir. Et c'est vrai que la qualité du réseau routier, c'est clairement au cœur des préoccupations des Québécois. Pas seulement des automobilistes, hein. C'est un sondage ou une campagne là que tout le monde peut participer. Il y a le débat sur la cohabitation avec le vélo là dans le réseau routier actuellement. Peut-être que les amateurs de vélo peuvent s'exprimer aussi. Oui, puis les gens qui font des triathlons aussi, vous en parliez il y a quelques instants, ça prend des belles routes pour le faire aussi. Mais c'est vrai, on représente également CA Québec, tous les usagers du réseau
routiers, les piétons, les cyclistes aussi. Écoutez, tomber sur un nid de poule en vélo, c'est peut-être moins de dommages qu'une automobile, mais ça peut faire pas mal plus mal. Donc oui, c'est important aussi pour l'ensemble des usagers de la route. Oui, et puis vous le faites, le timing est bon, hein, de faire ça au printemps. Nid de poule, ça égale à printemps, ça finalement. Je pense que c'est le moment là dans l'année où on constate l'état souvent déplorable de notre réseau routier. Oui, il y a une fatalité au Québec avec l'hiver, le gel et le dégel. C'est comme ça que ça se forme, un nid de poule. À un moment donné, il y a une petite fissure, l'eau va s'infiltrer à l'intérieur. Avec les mouvements de gel et de dégel, ça vient agrandir la craque et à un moment donné, c'est une craque, c'est un trou. Et répéter ça des centaines, des milliers de fois, là, on peut avoir des tronçons qui sont vraiment maganés là, en bout de ligne. Donc, c'est fatal, ça arrive à chaque printemps, mais comme je disais, ça n'empêche pas d'agir en prévention pour éviter d'en arriver là. Dès que les premiers signes se font sentir, il y a quelque chose à faire. Puis on interpelle aussi les autorités, les gouvernements en demandant aux gens ce qu'ils souhaitent, en demandant aux gens d'identifier les endroits qui sont les pires. On leur dit, écoutez, nous, automobilistes, usagers de la route, c'est ça qu'on veut. Et après, on se contente pas de le dire, on fait un suivi. CA Québec, là, on retourne 6 mois plus tard pour aller voir où on en est. Ce qui est agréable de voir également, c'est que si on prend le palmarès de l'an dernier, il y a 9 routes sur 10 où il y a des choses qui ont été minimalement annoncées ou des travaux même qui ont été entamés. Donc, comme je disais, plutôt coïncidence ou pas, je ne sais pas quel rôle notre campagne a eu à jouer là-dedans, mais l'important, c'est que ça se fasse. Oui. En tout cas, dans le cas du Boulevard L'Or, si vous avez collaboré, on vous en remercie beaucoup parce qu'aujourd'hui, on en profite. Là, puis il y a encore des endroits où on aimerait ça avoir des améliorations. C'est qu'on va profiter de la campagne. Je vais vous faire une confidence. Je suis allé fouiner là dans les quelques votes, dans les votes qu'on a reçus là, depuis le début de la campagne. Puis j'ai vu des votes pour le Boulevard L'Or encore. Yeah. Eh bien, monsieur, n'en tient qu'à vous pour que ça ressorte dans le top 10. Pierre-Olivier Fortin du CAA Québec, un gros merci pour cette entrevue radio. Puis on va suivre ça de près. Le palmarès des pires routes 2017 s'en vient. À surveiller à la fin mai. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On a jusqu'au 4 mai pour participer sur le site Internet. Voilà. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Le printemps est enfin arrivé et en tant que professionnel de l'entretien de pelouse, vous pouvez compter sur un allié pour qui vos besoins sont une priorité. Nutrit de Côte-Nord vous tend la main et met son expertise agronomique et son savoir-faire en matière de fertilisation à votre service. Nutrit vous offre des produits d'efficacité supérieure. Appelez dès maintenant pour votre réservation pour l'entretien de votre pelouse. Nutrit de Côte-Nord, 88 962 52 69. De la compétence et de l'expérience à votre service. L'épicerie Super C du 770 boulevard L'Or à Sept-Îles vient tout juste de recevoir une importante cargaison d'eau embouteillée. Je répète, l'épicerie Super C du 770 boulevard L'Or à Sept-Îles vient tout juste de recevoir une importante cargaison d'eau embouteillée. Premier arrivé, premier servi. Vivez un printemps gourmand avec le retour de la Cabane du Bistrot au Blanc Bistrot. Tous les dimanches d'avril, la Cabane du Bistrot vous offre le brunch 4 services dès 10h le matin pour seulement 35 $ par personne et 12 $ pour les 12 ans et moins. Saumon fumé, jerk de bœuf, cassolette de canard, pâté de cochonaille, tarte au sucre, tire sur neige et bien plus vous permettront de vous délecter des saveurs de l'érable à la Cabane du Bistrot au Blanc Bistrot tous les dimanches d'avril. Réservez dès maintenant au 88 960 0960. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. C'est maintenant le moment d'un petit entretien avec notre députée de la Côte-Nord, la députée qui nous représente à la Chambre des communes. Marilyn Gill est avec nous. Elle est à Ottawa présentement. Bonjour, Madame Gill. Bonjour, M. Saint-Pierre. Hier, vous avez fait justement une sortie en Chambre. Là, vous avez questionné le secrétaire parlementaire responsable des transports concernant un manque cruel de brise-glace dans le Saint-Laurent. C'est de saison, ça, comme sujet de parler des brise-glaces, là? Oui, chez nous, c'est de saison presque 6 mois par année. En effet, fallait en parler. On a une flotte de 5 brise-glaces. On en aurait besoin de 11.
Donc, on demande, évidemment, j'aurais adressé la question aussi à M. Garneau, mais qui n'était pas en chambre à ce moment-là. Ça arrive, c'est un ministre. Donc, et voilà, et ce qu'on nous dit, c'est qu'on est très bien desservi par la flotte actuellement. C'est la réponse qu'on a obtenue. Ouais, une réponse décevante. Donc, pour vous, là, on se souvient d'événements, là, je pense que c'était dans la région du Saguenay, Rio Tinto pour l'aluminium, là, qui s'est ramassé probablement à assumer des coûts importants parce que le service gouvernemental n'était pas disponible. Oui, exactement. Pour eux, c'est 2 journées et ça a affecté, la production. C'est plusieurs millions de dollars que l'industrie considère avoir perdu. Puis en même temps, c'est des pertes pour l'industrie, mais pour nous, c'est de perdre la face aussi. Ça a l'air de quoi pour notre industrie de dire qu'on n'est pas capable de délivrer. Là, c'était de la bauxite dans ce cas-là, là, pour l'aluminium. Donc, on a l'air d'être incapable de finalement d'avoir des voies que ce soit, on a des problèmes pour la route bien sûr, mais que ce soit la voie maritime aussi, c'est la même chose. Donc nous dire qu'il y a 17 brise-glaces au Canada, soit, mais on en a besoin d'11 et non pas de 5. Puis en plus, même il y a des travaux qui sont prévus. Là, on est en train un peu de les rafistoler pour allonger leur durée de vie, mais il n'y a rien d'annoncé vraiment pour des nouveaux brise-glaces. Sinon, un qui serait peut-être prêt en 2023. C'est pas juste les remplacer, c'est en ajouter. Il y a la question humaine aussi dans tout ça. Là, on le sait ici, si les bateaux ne peuvent pas naviguer, il y a des gens sur la base Côte-Nord qui risquent de souffrir. C'est vrai j'avais pensé simplement au facteur économique, c'est ce qui était mis de l'avant, mais oui, toute la sécurité. On sait très bien chez nous aussi pour la question des transports, c'est de l'accès à des services d'urgence, à des services de santé, puis c'est essentiel pour les communautés. Donc en effet, c'est un peu dire aux gens, regardez, on vous met en danger, mais avec ce que vous avez, ça devrait être suffisant, même si les brise-glaces ont besoin de beaucoup d'amour, disons, besoin de beaucoup de rafistolage aussi. Oui, mais les solutions de Marilyn Gill à ce genre de problème, les solutions de Marilyn Gill et de son parti, le Bloc québécois, c'est dans un Québec souverain. Qu'est-ce qu'on ferait avec ça, là? Normalement, dans une entente, une négo, on hériterait de 3-4 bateaux brise-glace, mais on serait pas mieux à mancher pour couvrir le Saint-Laurent, un gouvernement du Québec, là. Le gouvernement du Québec aurait tout l'argent qu'il envoie à Ottawa. Si c'est 50-60 milliards qu'on envoie à Ottawa par année, je pense qu'on prioriserait la voie maritime du Saint-Laurent. C'est certain que pour la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, peut-être que le Saint-Laurent, c'est pas si important non plus que la sécurité des gens de la Basse-Côte-Nord. Ils ont peut-être d'autres priorités. Puis le Canada est divisé. Le gouvernement Trudeau est divisé devant tout ça. Puis peut-être qu'il fait des choix qui sont pas nécessairement ceux que nous, on ferait. C'est notre voie. On le voit, ça traverse le Québec au complet. Là, le fleuve, c'est le cœur du Québec. On le voit également, là, j'ai parlé des brise-glaces, mais même chose pour le Canada, faut qu'ils s'organisent pour les grands lacs. Là. Les grands lacs, l'eau qui est polluée, c'est l'eau qui s'en vient chez nous aussi, avec les mesures de M. Trump. Donc, oui, un Québec déciderait pour lui-même. J'aurais pas besoin d'aller demander à Ottawa, regardez, on aurait besoin de brise-glaces, il y en a 17, mais on en a besoin d'11. En fait, si on décide que oui, c'est urgent, que c'est nécessaire pour nous, ben on n'a pas besoin de demander. C'est un premier palier le palier municipal, mais le palier du gouvernement simplement qui en déciderait. Et je pense que pour eux, ce serait pas mal plus important à l'échelle du Québec que ce peut l'être pour l'échelle du Canada. Madame Gill, l'inquiétude augmente là, dans notre région concernant l'avenir de l'industrie forestière. Hier, il y a le PDG de Produits forestiers résolus qui était à Bécomo, qui est tout simplement venu dire que bon, c'est notre usine la moins rentable, ça ici à Bécomo. Il n'y a rien annoncé pour l'avenir, mais ça annonce rien de bon non plus. Entre autres, la semaine dernière, vous étiez à Montréal, là, un congrès important sur le bois d'œuvre. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Raymond Chrétien, là, qui est le négociateur en chef pour le Québec avec les États-Unis dans l'éventuel conflit. Est-ce que vous êtes quand même pessimiste? La négociation sur le bois d'œuvre, les emplois à Port-Cartier, Bécomo, sur la Côte-Nord, on peut en perdre d'autres, selon vous, encore? J'espère que non, mais je serai lucide. J'ai pas envie d'être pessimiste, mais je serai lucide. Vous avez évoqué Monsieur Chrétien, c'est certain qu'on a parlé des négociations. Moi, c'est le négociateur pour le gouvernement du Québec. Monsieur Chrétien a dit lui-même que le gouvernement fédéral est peu chaud à l'idée de donner des garanties de prêt à l'industrie. Donc pour moi, c'est très décevant. C'est pas ce qu'ils nous disent en chambre, bien entendu. On n'a jamais de réponse de toute façon. J'en repose une tout à l'heure. Je leur demande encore d'être un peu plus clair, d'avoir une vraie réponse. Donc pour moi, ce qui m'inquiète, oui, c'est certain que les dirigeants
dirigeants d'entreprise. Alors, Monsieur Garneau, mon équipe était là hier pour assister à sa présentation. Parle de l'industrie du papier, avec l'usine de Bécomo. Reste qu'il faut que le gouvernement, c'est la 4e industrie en importance au Canada. Pour nous, c'est un pilier sur la Côte-Nord. Je pense que le bois, c'est une ressource. Une ressource renouvelable, donc on va toujours faire quelque chose avec ça, mais il faut que le gouvernement s'intéresse aussi à cette industrie, qui est une industrie innovante, qui est une industrie qui se développe et qui soutienne aussi tout ce qui est recherche et développement de ce côté-là, puis tout ce qui est le développement, on n'arrête pas de leur dire, mais il faut qu'ils comprennent, faut qu'ils saisissent, puis oui, c'est des coûts d'acheter plusieurs autres mais brise-glace, pardon. Même chose pour l'industrie forestière, il faut faire quelque chose. Donc j'ai pas envie d'être pessimiste, parce que sinon je serais pas en politique, là. Faut aller de l'avant aussi, il y a un problème, puis on fait autre chose avec ça, mais reste que il faut bien sûr prendre le taureau par les cornes, puis pas faire semblant que ça existe pas. Donc pour moi, de dire, en fait, ce qu'il donne, M. Garneau, c'est un signal d'alarme. Puis pour moi, c'est quand même franc avec la population. J'aimerais qu'ils viennent investir chez nous comme ils investissent dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce serait intéressant aussi pour la papetière. Et que le gouvernement donne un coup de pouce aussi pour qu'il y ait une vision. Une vision, ça suppose l'avenir, effectivement, et pas un avenir seulement à court terme, mais à long terme pour l'industrie, voir de quelle façon elle peut se transformer. Puis de quelle façon, nous, comme population, comme territoire, comme jardin, dirais-je même, là, c'est nous qui avons la fibre, donc on peut aussi participer à un nouvel essor de l'industrie forestière. Elle est amenée partout à se transformer. Pas simplement ici, mais il faut savoir de quelle façon le faire et que le gouvernement nous appuie. L'argent est là, évidemment, on leur en donne, mais il faut qu'ils nous appuient aussi. Un dernier sujet rapidement, Madame Gill. Là, vous avez rencontré le collectif Sept-Îles Agir Avenir. Hier, il y avait une conférence de presse. Il y a entre autres un homme d'affaires, Régis Bouchard, là, qui est venu dire que les élus qui ne travaillent pas au développement devraient se taire lorsqu'on parle d'économie à Sept-Îles actuellement. Je pense pas qu'il parlait de Marilyn Gill. L'impression qu'il parlait peut-être du maire de Sept-Îles. Vous les avez rencontrés, vous les appuyez, ce collectif-là, puis qu'il soit apolitique, ça vous dérange pas, si j'ai bien compris. J'ai pas entendu hier ce que M. Bouchard a dit. Pour ma part, je pense que tous les élus contribuent d'une façon ou d'une autre au développement. Non, on n'est pas des agents de développement. Non, on n'est pas dans l'industrie, mais on est des courroies de transmission. Puis évidemment, on a un réseau qui fait en sorte qu'on est capable de donner un coup de main, bien évidemment, à la population, aux entreprises et à tous les gens finalement qui veulent se liguer pour un meilleur sort pour la région. J'ai donné mon appui à une initiative citoyenne. Pour moi, comme élu, oui, je fais un travail, mais justement sans la base, sans les gens qui sont là tous les jours, que ce soit les travailleurs, c'est beaucoup pour les travailleurs que le collectif travaille pour la région. Donc moi, c'est les gens que je représente, tous ces gens-là. Je suis pas là pour moi, je suis là pour eux. Donc, évidemment, je vais encourager une initiative citoyenne. Je peux pas ne pas... J'avais aimé un communiqué pour parler d'empowerment. En fait, on prend nous-mêmes, on décide d'avoir une initiative, d'agir. Je trouve ça extraordinaire. On n'est pas passif, on est actif. Puis dans le fond, les citoyens, c'est ce que tout le monde doit faire. On ne doit pas être assis devant le politique puis se dire c'est eux qui dirigent tout, puis nous on attend de voir qu'est-ce qui va arriver. Donc on peut faire des demandes. Je fais moi-même des demandes, même si je suis une élue. Le but c'est de parler, de dire ce qu'on vit, ce qu'on veut, ce qu'on demande, puis que ça se rende avec la voix la plus forte possible. Donc pour moi que ce soit apolitique, on représente tous les citoyens. D'une certaine mesure, je dois vous dire, M. Saint-Pierre, que comme élu, comme représentant, quand je représente le Bois-d'Œuvre, je ne demande pas si c'est quelqu'un qui a voté pour le Bloc ou quelqu'un qui a voté pour un autre parti. Je représente ma circonscription. C'est elle qui a besoin de travail. Donc, je pense que dans un collectif comme ça, que ce soit apolitique, ça ne veut pas dire ne pas travailler avec le politique. Ça veut dire qu'on ne veut pas s'afficher d'une certaine couleur. Peut-être qu'on veut mettre toutes les cartes de son côté parce qu'on s'adresse à tout le monde. Puis on veut aussi que tout le monde embarque. S'il fallait qu'il y ait une couleur, mais peut-être qu'on veut vraiment que tout le monde embarque. Moi, ça me fait plaisir d'être avec ces gens-là parce que je les représente. Donc, je représente pas Marilyn Gill, je représente l'ensemble de la Côte-Nord. Eh bien, Madame Marilyn Gill, députée de la Côte-Nord à la Chambre des communes, un gros merci pour cette entrevue en direct à la radio. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Attitude.
Le 29 avril prochain, vous êtes conviés à la 27e édition du Gala des entreprises de Sept-Îles, les Météores 2017. 12 prix et 5 mentions spéciales seront attribuées aux entrepreneurs d'ici. L'accueil se fera à 18h. Tapis rouge, cocktail, remise de prix et soirée dansante avec DJ S2. Venez célébrer les entreprises et organisations récipiendaires. Les billets sont à 100 $ plus taxes en vente à la salle Jean-Marc Dion. Pour réservation, faites le 418-962-0100 ou achat en ligne via le site web de la salle. Une invitation de la Chambre de commerce de Sept-Îles et d'Attraction Radio. L'événement Achetez 3 pneus et obtenez le 4e gratuitement des concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram, c'est comme si votre patron arrivait dans votre bureau fin septembre et disait « Belle job à date, mon Jean-Marc. Hey, prends donc le reste de l'année off. C'est sur mon bras. » Difficile de refuser. À l'achat de 3 pneus de la plupart des grandes marques, le 4e est gratuit. De plus, profitez du forfait printanier Tranquillité d'esprit à partir de 74,95 $. Détails chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Le café-théâtre Graffiti de Port-Cartier affiche maintenant complet pour les 2 soirs de Réal Bélan en rodage. Est-ce que Monsieur Latreille sera de retour au Graffiti? Vendredi et samedi les 7 et 8 avril, le Graffiti présente le 4e One-Man Show de Réal Bélan à guichet fermé. Superstition, vieillissement, ces 4 filles, l'arrivée des chums et les réseaux sociaux. Ce 4e spectacle sera encore plus personnel, mais toujours avec son humour absurde. Une collaboration de la Caisse des Jardins de Port-Cartier. Une grosse mise en vente s'en vient bientôt au Graffiti. Suivez-nous sur Facebook. Bonjour, ici Andréane du groupe Witom, Sept-Îles Hyundai, Sept-Îles Kia et Côte-Nord Mitsubishi. Avec Attraction Radio, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer nos messages, nos informations, oui, au niveau des promotions, que ce soit aussi pour une nouvelle, pour une annonce ou des nouveautés qui se passent dans nos concessions. Ça permet de rejoindre aussi beaucoup de gens, puis à n'importe quel moment, que ce soit dans la voiture, que ce soit à la maison en train de faire diverses tâches ou au travail, on sait qu'on peut rejoindre la communauté. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'Attraction. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, aujourd'hui, on va parler de la fondation Rêve d'enfants. Et justement, j'ai un communiqué sous les yeux, là, la puissance du rêve. La fondation Rêve d'enfants a dévoilé une étude d'impact sur la puissance du rêve. C'est vraiment réel, les impacts. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative, cette fondation Rêve d'enfants. Il y a des choses qui se font dans la région de Sept-Îles. On va en parler avec Bernard Lynch dans les prochaines minutes. Exactement. Tout de suite, on va le saluer. Bonjour, Monsieur Lynch. Bonjour à vous. Premièrement, là, Rêve d'enfants, on le sait, c'est une fondation là qui ramasse des sous et qui offre des rêves aux enfants, que ce soit des voyages, des jeux vidéo, des choses matérielles, pour vraiment là aider les enfants à passer à travers des moments plus difficiles dus à la maladie. Vous, pourquoi vous êtes impliqué dans la fondation Rêve d'enfants? Ben, je dois vous dire que je suis allé au souper bénéfice de Rêve d'enfants il y a 3 ans, un peu par accident. J'ai été invité par des amis et j'ai été très, très touché par la cause. C'est une soirée où il y a beaucoup d'émotions parce qu'il y a des enfants qui viennent faire des témoignages sur les rêves qu'ils ont eus, sur l'aide que ça leur a apporté. Faut pas oublier qu'en région, on a une difficulté qu'on n'a pas ailleurs. C'est toujours pas plaisant d'avoir un enfant malade, mais quand on est en région, ici, souvent, les familles sont séparées. Si les gens doivent se rendre à Sainte-Justine, ça fait souvent qu'il y a un frère qui est à Sainte-Justine, il y a des enfants qui sont seuls ici, il y a un parent qui est là-bas, il y a un parent qui reste ici. Ça fait que les familles sont divisées des fois sur plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Quand le couple passe à travers, hein, parce que souvent, quand un enfant lourdement handicapé, le couple se défait malheureusement. Oui, et la Fondation Rêve d'enfants vient un peu apporter, je vous dirais, un baume. C'est vrai, vous dites que l'espoir, c'est une puissance, mais effectivement, les jeunes qui viennent témoigner disent que ça leur a fait du bien de pouvoir aussi partager avec leurs parents quelque chose de positif, alors que leurs parents leur apportent beaucoup de soutien. Et les jeunes sont pas insensibles à ça. Et lorsqu'ils font leur rêve, c'est un rêve qui se réalise en famille. Souvent, les grands-parents vont joindre aussi au rêve de l'enfant. C'est donc un beau moment qui permet aux jeunes aussi de traverser une certaine période avec des pensées positives et de penser à autre chose que la maladie ou la situation dans laquelle ils sont là à ce moment-là. Effectivement. Et dans la région ici, depuis 2009, il y a plus de 21 rêves qui ont été réalisés. Wow. Présentement, cette année, il y a 3 rêves qui sont en cours, là, qui devraient se faire au cours des prochains mois. Il y a un rêve qui est sur le point de se concrétiser aussi. Donc, ça va quand même assez bien. Ça prend toutes sortes de formes, hein. Quand on dit aux enfants, on peut t'aider à réaliser un rêve, ils ont toutes sortes d'idées, les jeunes, hein. Toutes sortes de choses. Je vais vous dire, depuis le début, moi, j'ai appris à un moment donné, le premier rêve, ça a été le clown du carrousel qui est venu, les clowns du carrousel qui sont venus ici. Il y a eu
un Winnebago à un moment donné qui a été offert. Il y a eu des voyages à Walt Disney, ça c'est souvent, c'est courant, mais des enfants qui ont moins de mobilité ou possibilité de, disons, d'aller faire un voyage ou de profiter de camping. Des fois, c'est des jeux vidéo, des téléviseurs, des choses comme ça. Ça peut être la décoration d'une chambre. Oui. Écoutez, ce qui est important, c'est que ça vienne du jeune lui-même, que ce soit son rêve à lui, puis on tente de le réaliser. Et j'invite aussi les gens, si vous connaissez des personnes qui vivent ça, quelqu'un qui est malade, parce que la Fondation Rêve d'enfant, ça s'applique aux jeunes qui ont des maladies qui mettent leur vie en péril. Ouais, exact. Mais ça s'applique aussi aux jeunes qui ont des maladies chroniques, là, comme des maladies neurologiques importantes. Je pense à la fibrose kystique, ça peut être la paralysie cérébrale. Si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation-là, n'hésitez pas à aller sur sur le site web de la Fondation Rêve d'enfant pour proposer le voyage. Je dois vous dire que on n'a pas connaissance qu'il y a des rêves qui ont été refusés sur la Côte-Nord quand les gens remplissent les critères, là, quand les jeunes ont ce genre de maladie-là. La section plus locale à cette île, l'argent qui est... Parce qu'on organise un souper là, annuel cette année, le 29 avril, à la salle des congrès. C'est un souper fruits de mer. L'argent qui est récolté à ce moment-là, est-ce qu'elle reste uniquement pour les rêves des jeunes de la région? Je dois vous dire que l'argent est retourné à la Fondation Rêve d'enfant, mais on a un déficit annuel parce qu'on a plus de rêves. Il y en vient plus qu'on en donne. Effectivement, la Fondation ici, le comité qui est sur place est ici depuis 2009. Il y a un souper bénéfice qui est fait depuis 2010. Les revenus sont d'environ 15 000 $ par année qui sont amassés au souper bénéfice et on en retire beaucoup plus. C'est plus pour dire la région fait sa part puis on n'est pas gêné de faire des demandes puis de les envoyer à la Fondation. On disait au début de l'entrevue que ce moment-là, le souper est toujours très émotif. On voit des exemples de rêves de jeunes qui ont passé à travers le processus de rêve d'enfant. Mais faut le dire, ça reste quand même quelque chose, là. C'est un souper qui reste plaisant avec de l'animation, du spectacle. Faut le dire, là, on passe quand même une très belle soirée. Oh oui, c'est une très très belle soirée. C'est une soirée qui est quand même relax, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que les gens qui sont là, c'est plutôt positif, je vous dirais, de ressentir cette émotion-là. Puis il va y avoir aussi un petit côté spectacle dans la soirée. Ça fait que c'est une très très belle soirée. Bon, on réserve nos billets tout de suite, là. C'est le 29 comment au Centre des Congrès. On fait comment? Oui, pour réserver vos billets, vous pouvez appeler Madame Mireille Cyr au 968-4157. Je vous dirais même que vous pouvez m'appeler moi aussi, Bernard Lynch, au 418-961-9404. Les billets sont au coût de 70 $ du billet. La soirée, c'est le 29 avril, samedi le 29 avril à 17h30 à la salle des congrès. Un fameux souper fruits de mer, donc on pourra se régaler et passer une très belle soirée en voyant ce que des gens d'ici et de partout au Québec font pour des jeunes malades. Donc c'est une cause très importante. Oui, une petite chose. Est-ce qu'on a une belle équipe ici? On m'a dit que des fois on avait de la difficulté à recruter des bénévoles avec la Fondation Rêve d'enfant. Là, toi, t'es arrivé dans le décor assez récemment. Je pense qu'il y avait Clément Baudouin qui était impliqué avant ça. Oui, Monsieur Baudouin a quitté. C'est Madame Bernice Villeneuve qui a pris la présidence, mais il y a quand même un comité qui est sur place. Il y a quand même une belle organisation. J'ai travaillé au cours des dernières semaines. On s'est rencontrés régulièrement depuis le mois de décembre. Et c'est une équipe très dynamique. C'est des gens qui ont à cœur la cause. Et des bras de plus, on les prend toujours. Donc des gens qui voudraient s'impliquer, là, il y a toujours de la place pour du bénévolat dans les organismes, dont celui de Rêve d'enfant dans la région de cette île. C'est bien certain. Mais bravo à ces gens qui s'impliquent vraiment là, c'est précieux. Ouais, je voyais justement le communiqué, je disais là, on dit que ça contribue à la guérison, ce genre d'affaires-là. Ça contribue vraiment là, la réalisation d'un rêve contribue au processus de guérison. Ça a été prouvé par une recherche sérieuse au niveau de la santé, une recherche commandée par la Fondation Rêve d'enfant du Québec. Plus on a du positif autour d'une situation de maladie, plus on aide la situation. Bon souper le 29 avril. Merci pour ta présence, Bernard Lynch. Merci. Ça me fait plaisir. Et Tommy, ça complète notre semaine à Côte-Nord, Attitude. On a débordé juste de quelques. C'est encore ma faute. C'est correct. Je sais pas si il nous manque, il y a 5 minutes qui est disparu aujourd'hui. Au début de l'émission, quelque part. Un gros merci. Merci à toi. Lundi, on sera de retour avec une autre émission d'actualité et d'affaires publiques. Au revoir tout le monde.